Bonsoir chers élèves, heureux de vous retrouver lors de cette vidéo pour vous présenter la leçon de chimie, ciblant bien sûr la deuxième année du baccalauréat filière scientifique, état d'équilibre d'un système chimique. Comme vous voyez sur la figure, ces jongleurs fournissent une illustration de l'équilibre dynamique. Chacun lance des quilles à l'autre au même rythme que celui auquel il reçoit des quilles à de cette personne. Comme les quilles sont lancées continuellement dans les deux sens, le nombre de quilles qui se déplacent dans chaque sens est constant. Et le nombre de quilles, bien sûr, que chaque jongleur à un moment donné reste à peu près constant. L'équilibre chimique est donc caractérisé par une constante K appelée constante d'équilibre. La leçon sera axée sur les deux questions fondamentales. Quelle sera la constante d'équilibre? Comment est-elle déterminée? Et quelle grandeur caractérise un équilibre chimique? Commençons par la première partie de la leçon, le quotient de réaction QR. Alors, on a mis en évidence dans le chapitre précédent qu'une transformation chimique n'était pas toujours totale. On a caractérisé ces transformations limitées par le taux d'avancement final. C'est un paramètre cinétique égal à 1 pour une transformation totale et inférieur à 1 pour une transformation limitée. On cherchera dans ce chapitre une relation permettant de prévoir l'état final d'un système chimique dans lequel se déroule une transformation limitée. Cette relation est liée à une quantité appelée quotient de réaction, soit une transformation chimique limitée modélisée par l'équation ci-dessous. AA plus BA, donc à l'état AQ, donne CC plus DD, où les A et les B sont les réactifs, bien sûr, les C et les D sont les produits. Les A, B, C, D majuscules sont bien entendu les coefficients stoichiométriques. Le quotient de réaction associé à cette équation est donné par la relation Q égale la concentration de l'espèce C à la puissance C fois la concentration de l'espèce D à la puissance D divisé par la concentration de A à la puissance A fois B, sa concentration bien entendu à la puissance B. Q est bien entendu une grandeur sans dimension. Les concentrations, bien sûr, A, B, C, D sont les concentrations effectives en mol par litre. La concentration effective égale 1 si jamais le réactif ou bien l'espèce chimique XI est un solide non dissous. Pour l'eau, bien sûr, on pose toujours la concentration égale 1 dans le cas d'une solution aqueuse, car l'eau est en abondance. Donc l'eau représente dans ce cas le solvant. Étudions maintenant un mélange homogène comme exemple. Alors, c'est un système, bien sûr, ne comportant que des espèces dissoutes. Quelles sont, dans ce cas, les expressions des quotients de réaction associées à ces équations? Donc, la dissociation d'un acide dans l'eau donne sa base conjuguée A- plus H3O+. Le quotient de cette réaction égale la concentration de la base conjuguée fois la concentration des ions oxonium divisé par la concentration de l'acide. L'équation 2, donc c'est la dissociation, plutôt c'est la réduction des ions iodure en milieu aqueux, donc 2I- plus H2O, bien sûr, plus 2H plus aqueux, ça donne I2aqueux, c'est-à-dire le diode, plus 2H2O. Le quotient de la réaction dans ce cas égale Q2 égale la concentration de I2 fois la concentration divisé par la concentration de I- à la puissance 2 fois H2O2, la concentration donc de l'eau oxygénée,
fois la concentration de H+ au carré. Prenons la réaction de l'acide méthanoïque avec l'ion éthanoate. Donc HCOOH donne CH3 plus CH3COO- donne HCOO-, donc l'ion formiate, l'ion donc correspondant ou bien la base conjuguée de le HCOOH plus CH3COOH. Dans ce cas, Q3 égale la concentration de HCOO- fois la concentration de CH3COOH divisé par la concentration de HCOOH fois la concentration du CH3COO-. Prenons la réaction des ions HCOO- en milieu aqueux toujours, plus CH3COOH, l'acide acétique, donne bien sûr l'acide formique, plus l'ion bien sûr éthanoate ou bien l'ion acétate, CH3COO-. Le quotient de la réaction dans ce quatrième cas est égal à HCOH, donc sa concentration, multiplié par la concentration du l'ion acétate, c'est H3COO-, divisé par la concentration des ions, bien sûr, formiates, HCOO-, fois la concentration de l'acide acétique ou bien l'acide éthanoïque, c'est H3COOH. On remarque que l'expression donc QR3 est égale à l'inverse de l'expression QR4. D'où l'expression du quotient de la réaction dépend du sens d'écriture de l'équation de la réaction, c'est-à-dire dépend du sens d'évolution de la réaction. Donc le quotient de la réaction, c'est un paramètre thermodynamique donc, qui nous indique le sens de déroulement d'une réaction, c'est-à-dire qui nous indique si jamais une réaction est possible ou non sur le plan bien sûr ou bien du point de vue thermodynamique. Prenons maintenant un autre exemple d'un mélange hétérogène, donc système faisant intervenir des solides ou bien des interfaces solides. Quelles sont les expressions des quotients de réaction associées à de telles réactions ou bien associées à de telles équations chimiques? Alors, prenons la dissociation, bien sûr, ou bien la dissolution de l'iodure ou bien le diodure de plomb, PbI2. Donc, ça donne 2I- plus 2 Pb2 plus aqueux. Donc, il s'agit d'une réaction de dissolution. Prenons aussi la réaction de précipitation des ions 3HO-, c'est-à-dire d'hydroxyle en milieu aqueux, plus les ions donc ferriques, Fe3 plus aqueux. Ça donne bien sûr le trihydroxyde de fer ou bien le FeOH3 solide. Donc il s'agit d'une réaction de précipitation. Dans le premier cas, QR1 égale la concentration des ions Cu2+, dans ce cas, donc le quotient de la réaction égale QR1 égale la concentration des ions Pb2+, fois la concentration des ions I- à la puissance 2. Dans le deuxième cas, le quotient de la réaction égale 1 sur HO- à la puissance 3 fois la concentration des ions Fe3+. Le troisième cas, c'est une réaction d'oxydoréduction, l'oxydation du cuivre et la réduction des ions de l'argent en milieu aqueux, donc Cu solide plus 2Ag plus aqueux, ça donne 2Ag solide, donc la formation ou bien la déposition de l'argent solide, plus Cu2+, la libération bien sûr des ions Cu2+, par oxydation. Le quotient de réaction dans ce cas, QR3, donne Cu2+, la concentration donc des ions Cu2+, divisé par la concentration des ions Ag+, à la puissance 2. Passons maintenant à la deuxième partie de la leçon, et envisageons l'état d'équilibre d'un système chimique.
À l'équilibre chimique, l'avancement final de la réaction est noté X à l'équilibre et le quotient de réaction est noté QR à l'équilibre, où X à l'équilibre, dans ce cas, égale l'avancement final, bien sûr. Alors, le quotient d'une réaction chimique à l'équilibre. Donc, c'est la valeur que prend cette grandeur lorsque l'état d'équilibre du système chimique considéré est atteint. Son expression est K égale QR à l'équilibre égale la concentration de l'espèce chimique produit C à la puissance C fois la concentration de l'espèce chimique également produit à la puissance D divisé par la concentration de l'espèce chimique réactif à la puissance A fois la concentration de l'espèce chimique B à la puissance B. Et afin de déterminer QR à l'équilibre, on utilise des différentes techniques expérimentales pour mesurer les concentrations à l'équilibre, notamment la conductimétrie, c'est-à-dire les mesures de conductivité des solutions électrolytiques, ainsi que la pH-métrie. Alors, la conductimétrie est appliquée pour les systèmes faisant intervenir des ions et la pH-métrie pour les systèmes faisant intervenir, bien entendu, des réactions acido-basiques, c'est-à-dire des transferts de protons. Passons maintenant à la détermination du quotient de la réaction par la conductimétrie. Donc la conductimétrie, c'est une technique de dosage, de titrage, ainsi que l'analyse quantitative et même qualitative. Alors, la valeur du quotient de réaction dans l'état d'équilibre dépend d'elle de l'état initial. Donc, c'est la question posée. On prépare, donc, pour répondre à cette question, 3 solutions aqueuses d'acide éthanoïque, CH3COOH, de volume V et de différentes concentrations molaires en soluté apportées CI. On mesure la conductivité des solutions, bien sûr, de l'acide éthanoïque précédente à une température de 25 degrés Celsius et on note les résultats obtenus dans le tableau ci-contre. Alors, pour une concentration CI égale 1,0 fois 10 à la puissance 3 mol par litre, on trouve donc une conductivité à l'équilibre qui est égale à 4,89 millisiemens par mètre. Donc le siemens est l'unité de la conductance dans le système international et bien sûr le siemens par mètre est l'unité de la conductivité toujours dans le système international d'unité. Alors ce nom de l'unité de la conductivité vient du nom du physicien et de l'électrochimiste allemand Otto von Siemens, connu par ses travaux sur les cellules photovoltaïques ainsi que sur la photoélectrochimie. Alors, les conductivités molaires des ions de l'éthanoate ainsi que l'ion hydroxonium est comme ceci. Lambda CH3COO- égale 4 millisiemens par mètre carré par mol, 0,09. La conductivité molaire équivalente des ions hydroxonium, lambda H3O+, égale 35 millisiemens par mètre carré par mol. Alors, la première question, écrire l'équation de la réaction se produisant entre l'acide éthanoïque et l'eau. Donc, il s'agit d'un acide de branche tête, donc il va libérer un proton. Et l'eau, dans ce cas, donc, se comporte comme une base du fait de son caractère infolite. Alors, CH3COHAQ plus H2O liquide égale CH3COO- ou bien donne CH3COO-, la base conjuguée de l'acide éthanoïque ou bien l'ion éthanoate à l'état aqueux, plus H3O+ à l'état aqueux. Donc ces indices inférieurs, bien sûr, ou bien ces indices qu'on écrit en bas des formules de ces composés chimiques, aqueux, désignent que la molécule, bien sûr, ou bien l'espèce chimique en solution aqueuse est hydratée. C'est-à-dire chaque ion
ou bien chaque molécule est entourée d'une couche de molécules d'eau, ce qu'on appelle une sphère d'hydratation ou bien une couche d'hydratation. Alors la question 2, compléter le tableau d'avancement de la réaction et l'état d'équilibre. Alors l'équation de la réaction précédente, de la dissociation de l'acide éthanoïque dans l'eau. Alors l'état du système est caractérisé par l'avancement ainsi que la quantité de matière en mol. Alors pour l'avancement à l'état initial, il est nul. Pour la quantité de matière de l'acide éthanoïque égale C fois V, l'eau bien sûr toujours en excès. Donc les produits ne sont pas encore apparus dans le bilan réactionnel ou bien dans le milieu réactionnel. Donc ils ont pour quantité de matière 0, 0. À l'état intermédiaire, donc la valeur de l'avancement est X. La quantité de matière de l'acide éthanoïque est diminuée toujours par une quantité égale à X, donc CV moins X. Pour les réactifs, donc XX. À l'état final, donc X égale à X à l'équilibre, c'est-à-dire à l'avancement à l'équilibre. La quantité de matière restante de l'acide éthanoïque est CV moins X à l'équilibre. Les quantités de matière apparues, bien sûr, à la fin de la réaction sont X à l'équilibre pour l'éthanoate et l'oxonium. D'après le tableau d'avancement, montrez que l'expression des concentrations molaires à l'état final est H3O+, égale la concentration de CH3COO- égale sigma à l'équilibre, c'est-à-dire la conductivité à l'équilibre, divisé par la somme des conductivités molaires des ions hydroxonium et des ions éthanoate. Et la concentration de l'acide éthanoïque égale CI moins sigma à l'équilibre, c'est-à-dire la conductivité toujours à l'équilibre, divisé par la somme des conductivités molaires équivalentes des deux espèces ioniques présentes dans la solution. Alors, on a la relation donc linéaire reliant la concentration et la conductivité. Donc, il faut donc mentionner que les études conductimétriques ont été donc abordées pour la première fois par Friedrich Kohlrausch. La première relation linéaire entre la conductivité et la concentration a été abordée toujours par ce physico-chimiste allemand, Friedrich Kohlrausch, ainsi que Hittorf et Shedlowski. Alors, on considère l'électrolyte faible, c'est-à-dire les interactions ioniques sont négligeables, ainsi que les interactions des ions avec le solvant. Et cela, bien sûr, nous permet d'écrire sigma à l'équilibre égale lambda, donc H3O+, fois la concentration des ions H3O+, plus lambda, c'est H3COOH, fois la concentration des ions éthanoate, c'est H3COO-. D'après la relation, bien sûr, ou bien d'après le tableau d'avancement, on a la quantité de matière des ions hydroxonium égale la quantité de matière initiale des ions éthanoate égale X à l'équilibre. D'où la concentration des ions hydroxonium du fait de l'électroneutralité de la solution ou bien du milieu égale à la concentration des ions éthanoate égale X à l'équilibre divisé par le volume de la solution. Ce qui nous permet donc de factoriser par bien sûr la concentration des ions hydroxonium et écrire la conductivité à l'équilibre égale la somme des conductivités molaires des deux ions fois la concentration des ions hydroxonium. D'où la concentration des ions hydroxonium ainsi que la concentration des ions éthanoate égale la conductivité à l'équilibre divisée par la somme des deux conductivités molaires, lambda H3O+, et lambda CH3COO-. Et puisque CH3COH, toujours d'après le tableau d'avancement, égale CI fois V moins X à l'équilibre divisé par V, égale alors CI moins X à l'équilibre sur V, on peut substituer bien sûr les expressions de la concentration bien sûr des ions hydroxonium
dans cette expression et bien sûr affirmer que la concentration de l'acide CH3COOH égale Ci moins sigma divisé par lambda des ions hydroxonium plus lambda, la conductivité molaire équivalente, ou bien des ions éthanoates. Alors la question 4, ou bien la quatrième question, déterminer l'expression du quotient de réaction à l'équilibre en fonction de la concentration molaire des ions oxonium H3O+, et de la concentration molaire Ci en soluté apportée. D'après donc l'équation ou bien l'expression initiale de quotient de la réaction à l'équilibre, égale alors H3O plus fois CH3COO moins, donc en concentration divisé par la concentration du solide ou bien de l'acide. Déjà, on sait que CH3COH égale Ci moins H3O plus, et H3O plus égale la concentration des ions CH3COO moins. Alors, le quotient de la réaction égale la concentration de H3O plus au carré divisé par Ci moins la concentration de H3O plus au carré, toujours à l'état d'équilibre. La cinquième question, à partir de l'expression de la conductivité de la solution, calculer la concentration molaire des ions oxonium de la solution et le quotient de la réaction QR à l'équilibre dans chaque cas et remplir le tableau. Alors, pour une concentration toujours de 1,0 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre, on a la conductivité égale 4, bien sûr, 89 millisiemens par mol. D'après les expressions déjà retrouvées, la concentration, bien sûr, des ions H3O+, égale 1,25 fois 10 à la puissance moins 4 mol par litre. Et le quotient de la réaction dans ce cas égale 1,8 fois 10 à la puissance moins 5. Pour une concentration de l'acide éthanoïque de 5,0 fois 10 à la puissance moins 3, on trouve une conductivité à l'équilibre qui est égale à 11,34 millisiemens par mètre, d'où une concentration des ions oxonium de 2,9 fois 10 à la puissance moins 4 mol par litre. Et un quotient de réaction égale toujours 1,8 fois 10 à la puissance moins 5. Donc, le quotient de la réaction reste constant. Pour une concentration donc de 5,0 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre de l'acide éthanoïque toujours, on trouve une conductivité valant 37,14 millisiemens par mètre. D'où une concentration, bien sûr, des ions hydroxonium égale à 9,5 fois 10 à la puissance moins 4. Puisque la conductivité dépend linéairement, bien sûr, de la concentration des ions hydroxonium. Et on trouve une valeur toujours la même du quotient de la réaction qui est égal à 1,8 fois 10 à la puissance moins 5. Alors, que peut-on conclure dans ce cas? Alors, d'après le tableau, on a la constante d'équilibre égale le quotient de la réaction, c'est-à-dire égale 1,8 fois 10 à la puissance moins 5. Et on remarque que Q à l'équilibre 1 égale QR à l'équilibre, donc 2 égale QR à l'équilibre 3, c'est-à-dire pour les différentes concentrations de l'acide éthanoïque, égale toujours K. Donc, on peut conclure que à l'équilibre, la grandeur K prend une valeur constante ne dépendant pas des concentrations initiales du système chimique. Et c'est la raison pour laquelle, ou bien ce qui justifie l'appellation de K constante d'équilibre. Donc c'est une constante fondamentale en chimie et traduit une loi, bien sûr, fondamentale en chimie, c'est la dépendance de l'affinité ou bien de la réactivité vis-à-vis des concentrations. Donc c'est la loi d'action de masse. Donc cette loi a été bien sûr découverte par les deux grands chimistes, Julberg et Wadge. Et il a été démontré thermodynamiquement par le premier prix Nobel de chimie, le chimiste
hollandais Van 't Hoff. Alors maintenant, on va étudier la constante d'équilibre K associée à une réaction chimique. Les études expérimentales ont montré que le quotient de réaction dans l'état d'équilibre reste constant. Il ne dépend pas de l'état initial du système. Elle dépend uniquement de la température. Cette constante est appelée constante d'équilibre K, telle que K égale QR à l'équilibre. C'est une grandeur qui caractérise le système chimique à l'état d'équilibre. Donc, à chaque équation de réaction, ou bien à chaque réaction chimique réversible ou bien équilibrée, A plus B A à l'état aqueux donne dans les deux sens CC et DD aqueux. Donc, il existe toujours un équilibre statistique entre le nombre des espèces, des molécules des espèces A et B réactifs et des molécules des espèces C et D produits. On associe toujours une constante d'équilibre K telle que K égale QR à l'équilibre égale C, la concentration C à la puissance C, fois la concentration D à la puissance D, divisé par la concentration A à la puissance A, fois la concentration B à la puissance B. Où donc A, B, C, D minuscules sont les coefficients stoichiométriques de ces réactions. Donc, ils donnent la contribution de chaque réactif dans la réaction chimique. Et bien sûr, par les modèles atomiques ou bien par les théories atomiques et moléculaires, ces coefficients donc s'identifient avec bien sûr les nombres d'atomes, bien sûr, ou bien de molécules réagissant. Alors, prenons comme exemple donc les deux acides, l'acide méthanoïque, plutôt trois acides, l'acide méthanoïque, l'acide benzoïque et l'acide éthanoïque. Donc, pour des solutions de concentration, C0 égale 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Donc, les constantes d'équilibre à 25 degrés Celsius sont, pour l'acide méthanoïque, on a 1,8 fois 10 à la puissance moins 4. Pour l'acide benzoïque, on a 6,4 fois 10 à la puissance moins 5. Et pour l'acide éthanoïque, on a 1,8 fois 10 à la puissance moins 5. Alors, comme on a déjà mentionné auparavant, ou bien dans les leçons précédentes, l'acide méthanoïque est l'acide formique. Donc, c'est une sorte de phéromone utilisé par les fourmis, bien sûr, pour la défense. C'est un phéromone chimique. Bien sûr, l'acide benzoïque il est utilisé comme facteur de croissance par plusieurs bactéries sous forme de l'acide para-amino-benzoïque. Et l'acide éthanoïque, il est toujours le produit, bien sûr, des fermentations acétiques. Et on le trouve aussi donc, dans le cycle de Krebs, donc le cycle des réactions de citrate, des réactions de déshydrogénation et de carboxylation des pyruvates dans les mitochondries, bien sûr, dans la matrice. Alors, ça, vous l'avez déjà vu donc, en SVT ou bien en biologie. Passons maintenant donc, aux facteurs agissant sur le taux d'avancement final. À l'équilibre chimique, l'avancement final de la réaction est noté X à l'équilibre. Et l'expression du taux d'avancement final, taux, est donnée par, donc toujours taux est égal X à l'équilibre, c'est-à-dire l'avancement final divisé par l'avancement maximal. Donc la valeur de l'avancement si jamais la réaction était totale. L'équation générale de la réaction chimique entre l'acide AH et l'eau H2O, donc dans les conceptions, bien dans le modèle de Bronsted-Lowry, HA plus H2O, ça donne dans les deux sens H3O plus A-. Donc, c'est une réaction de transfert de protons ou bien une réaction acido-basique. Alors, est-ce que le taux d'avancement, qui est un paramètre cinétique, dépend de la constante d'équilibre, qui est un paramètre thermodynamique? Alors, pour répondre à la question, alors on mesure les conductivités des trois solutions. L'une S1 d'acide méthanoïque,
la deuxième d'acide benzoïque et la dernière S3 d'acide éthanoïque. De même concentration, apportée bien sûr à la température 25 degrés Celsius. Cette concentration a pour valeur de 5,0 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Alors les résultats de mesure en utilisant bien sûr le conductimètre, donc un appareil de mesure de la conductivité, ou bien un multimètre qu'on le règle donc ou bien par les, on le règle donc en conductimètre. Alors, pour la solution 1, sigma 1, on trouve pour l'acide méthanoïque 117,33 millisiemens par mètre. Pour l'acide benzoïque, on trouve 66,850 millisiemens par mètre. Et dernièrement, pour la solution d'acide éthanoïque, on trouve 37,136 millisiemens par mètre. Donc, on voyait ici donc le dispositif expérimental utilisé pour la mesure de la conductivité. Alors, quelles sont les concentrations des espèces chimiques ioniques dans ces trois solutions? On donne bien sûr les conductivités molaires équivalentes de chaque espèce ionique, c'est-à-dire l'ion d'hydroxonium, H3O+, égale 35 millisiemens par mètre carré par mol. La concentration des ions méthanoate égale 5,46 millisiemens par fois le mètre carré par mol. La concentration des ions benzoate C6H5CO- égale 3,20 millisiemens mètre carré par mol. Et la concentration des ions, bien sûr, éthanoate est 4,09, toujours millisiemens mètre carré par mol. Quelle est dans chaque cas la valeur du taux d'avancement final de réaction entre l'acide et l'eau? Et que peut-on conclure ou bien que concluez-vous? Alors, établissons l'expression de la constante d'équilibre K en fonction de C et taux. Alors, par définition, K égale A moins à l'équilibre fois H3O plus à l'équilibre divisé par HA. Et d'après le tableau d'avancement, on a X à l'équilibre égale H3O plus fois V, X max égale C fois V, taux égale H3O plus à l'équilibre sur C fois V, d'où H3O plus égale C fois taux. On a la concentration des ions hydroxonium à l'équilibre égale 1- du fait de l'électroneutralité de la solution égale X à l'équilibre sur V. La concentration de l'acide à l'équilibre égale CV moins X à l'équilibre sur V égale alors C fois V moins X à l'équilibre fois V sur V égale donc C moins la concentration des ions H3O+. D'où K égale H3O plus au carré divisé par C moins H3O plus à l'équilibre. On a taux égale X à l'équilibre sur X max. On a déjà établi que taux égale H3O plus à l'équilibre sur C. Donc, on remplace bien sûr H3O plus par C fois taux et on remplace la concentration de l'acide par C moins taux fois C. Et on factorise par la concentration C et on trouve bien sûr, bien, on retrouve la loi de dilution d'Ostwald reliant le paramètre thermodynamique K avec le paramètre cinétique du taux d'avancement, d'où K égale C fois taux carré divisé par 1 moins taux. Maintenant, essayons donc d'établir l'expression de taux en fonction de K et C. On a K égale C fois taux carré sur 1 moins taux. Alors, C fois taux carré égale K facteur 1 moins taux. Donc, on développe l'expression, on trouve donc K moins K taux. On ramène les deux termes au premier membre, donc ce qui nous ramène à une équation du deuxième degré. C fois taux carré plus K fois taux moins K égale 0. On calcule le discriminant, bien sûr, de cette équation, qui est égal dans ce cas à K carré plus 4KC. Donc, on le trouve supérieur à 0. Donc, l'équation admet deux solutions distinctes, taux et taux prime.
tels que taux égale moins K plus la racine de delta sur 2C. Delta est le discriminant, c'est bien connu en mathématiques. Donc supérieur à 0. Et on a la deuxième solution conjuguée, taux prime égale moins K. Donc moins la racine de delta sur 2C est inférieur à 0, donc ce qui est physiquement impossible. Alors l'expression du taux d'avancement en fonction de K et C est comme ceci. Taux égale moins K plus la racine carrée de K carré plus 4KC, le tout sur 2C. Pour la solution d'acide éthanoïque, on peut écrire taux égale moins K2 plus K2 au carré plus 4K2C, donc le tout sous le radical, divisé par 2C. Par application numérique, donc on écrit taux égale moins 1,8 fois 10 à la puissance moins 5 fois la racine carrée de 1,8 fois 10 à la puissance moins 5 au carré plus 4 fois 1,8 fois 10 à la puissance moins 5 fois 5,0 fois 10 à la puissance moins 2, le tout divisé par 2 fois 5 fois 10 à la puissance donc 2. C'est-à-dire taux 3 égale 1,9 au carré égale 1,9%. Alors, le tableau ci-dessous représente les constantes d'équilibre K et les valeurs du taux d'avancement final de 3, bien sûr, acides différents. Mais donc, ils ont des concentrations initiales identiques. Alors, pour la solution de l'acide méthanoïque, la constante d'équilibre à 25 degrés est 1,8 fois 10 à la puissance moins 4. Le taux d'avancement en pourcentage est 5,8. Pour l'acide benzoïque, la constante d'équilibre à 25 degrés Celsius est 6,4 fois 10 à la puissance moins 5. Le taux d'avancement dans ce cas est 3,5. Pour l'acide éthanoïque, la constante d'équilibre est 1,8 fois 10 à la puissance moins 5, d'où un taux d'avancement de 1,9%. Alors, pour les trois solutions étudiées, elles ne diffèrent que par la nature des acides mis en jeu et donc par la valeur de leur constante d'équilibre. Pour une même concentration initiale, le taux d'avancement final de ces réactions est différent. Aussi, on peut conclure que le taux d'avancement final d'une réaction dépend de sa constante d'équilibre. Il augmente avec, bien sûr, la constante K de cette réaction. Passons maintenant donc à la détermination du taux d'avancement final et son rapport avec l'état initial. Alors, le taux d'avancement final, est-ce qu'il dépend de l'état initial? Alors, on mesure les conductivités des diverses solutions d'acide éthanoïque à diverses concentrations apportées à C et on regroupe bien sûr les résultats dans le tableau suivant. Alors, pour une concentration de 1,0 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre, la conductivité à l'équilibre est 4,89 millisiemens par centimètre. Pour une concentration de 5,0 fois 10 à la puissance moins 3, la conductivité dans ce cas est 11,34 millisiemens par centimètre. Pour la troisième valeur de la concentration, 5,2, donc on voit donc l'accroissement, bien l'augmentation de la concentration, égale 5,0 fois 10 à la puissance moins 2. La conductivité dans ce cas égale 37,14 millisiemens par mètre. Donc, que vaut le taux d'avancement final de la réaction entre l'acide et l'eau pour chacune de ces solutions et que concluez-vous? Le taux d'avancement final se détermine dans ces solutions donc par l'expression déjà établie, donc taux égale la concentration des ions oxonium à l'équilibre divisé par la concentration initiale de l'acide. Avec donc H3O plus à l'équilibre égale sigma la conductivité à l'équilibre divisé par les conductivités molaires équivalentes des ions oxonium et des ions éthanoate, on peut écrire le taux d'avancement égale la conductivité à l'équilibre divisé par la somme, bien sûr,
des conductivités équivalentes des deux espèces ioniques fois la concentration initiale de l'acide. Alors, les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous. Alors, pour la première concentration, 1,0 fois 10 à la puissance moins 3, le taux d'avancement est 12,5% pour une conductivité de 4,89 millisiemens par centimètre. Pour la deuxième valeur donc, de la concentration, 5,0 fois 10 à la puissance moins 3, on trouve un taux d'avancement qui est égal à 5,8 pour une conductivité de 11,34 millisiemens par mètre. Et pour la troisième valeur de la concentration, 5,0 fois 10 à la puissance moins 2, le taux d'avancement vaut 1,9% pour une conductivité de 37,14 millisiemens par centimètre. Alors, pour un même acide caractérisé par la constante d'équilibre K, associée à l'équation de sa réaction avec l'eau, le taux d'avancement final de la réaction varie lorsque la concentration apportée en acide varie. Alors, nous remarquons que les concentrations donc, sont respectivement donc, dans l'ordre, bien sûr, décroissant, C3, donc il est inférieur à C2 et il est inférieur à C1. Donc, on voit donc toujours que la concentration, donc dans un ordre croissant plutôt. Mais donc le taux d'avancement est dans un ordre décroissant, c'est-à-dire taux 3 supérieur à taux 2 et supérieur à taux 1. Donc, on peut constater que la valeur du taux d'avancement final dépend de la concentration initiale. Elle augmente lorsque la concentration diminue et on voit donc que mathématiquement, dans l'expression, le taux d'avancement est inversement proportionnel à la concentration initiale de l'acide. Autrement dit, donc taux, il augmente avec la dilution. Plus que la solution est diluée, plus que le taux d'avancement, bien sûr, est grand. Le taux d'avancement final d'une réaction dépend alors de l'état initial du système. Nous espérons que cette leçon soit instructive et vous aidera davantage à vous préparer d'une manière plus adéquate et plus appropriée à l'examen. Merci pour votre attention et on vous souhaite bon courage, bonne chance et bonne réussite. Merci et à bientôt. Et n'hésitez pas toujours donc de vous abonner dans notre chaîne afin que vous puissiez recevoir toutes nos vidéos et toutes nos leçons.